Bonsoir. Merci beaucoup de vous être déplacés pour cette nouvelle conférence du Cœur des Sciences. Je me présente, Stéphane Schex, je suis la directrice du Cœur des Sciences. Alors, pour commencer, je vais remercier nos partenaires, évidemment, donc le ministère de l'Économie et de l'Innovation et le Consulat général de France à Québec, qui sont tous les deux des partenaires très fidèles depuis de longues années. Alors, pour commencer, dites-moi, parmi vous, qui a utilisé un cellulaire cet après-midi? Levez la main. Ah, Michel, peux-tu allumer la lumière un peu pour que je vois? Bon, qui parmi vous cet après-midi a fait un petit pouce en l'air sur les réseaux sociaux pour liker une publication, une vidéo de chat ou de ce genre de choses? Bon, un petit peu moins. En tout cas, ce soir, donc, vous allez avoir une conférence de Guillaume Pitron, qui est journaliste et documentariste, et qui va vous raconter le voyage d'un like, depuis votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette, jusqu'au destinataire de votre appréciation. Puis vous allez voir qu'en fait, ça ne commence pas à l'utilisation, ça commence bien avant. La conférence va durer 1 heure. Elle sera suivie d'une période de questions. Vous avez de chaque côté de la salle un micro. Donc, vous pourrez vous lever et poser les questions un tour chacun. Je vous demanderai évidemment de poser des questions claires, précises et concises pour qu'on soit le plus nombreux possible à pouvoir échanger avec notre conférencier. Vous avez vu aussi à l'entrée qu'on vend le livre de M. Pitron, celui de la conférence de ce soir, mais aussi son précédent, La guerre des métaux, dont il va peut-être parler aussi pendant la soirée. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, vous le procurer. Et puis, on aura une petite séance de dédicace à la fin. Vous avez vu, on a installé un petit pupitre. Peut-être qu'on le mettra sur scène tout à l'heure. Mais en tout cas, on restera un petit peu après la conférence. Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais à dire? Je pense que oui. Alors, vous êtes venus pour écouter Guillaume Pitron. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Stéphane Chay pour votre présentation et merci beaucoup également de m'avoir invité à Cœur de Sciences et merci à vous d'être là. Je suis venu il y a 3 ans, c'était en novembre 2019, dans un autre monde, celui d'avant les pandémies, d'avant les apéros sur WhatsApp, etc. Et je vous avais parlé pour ceux ou celles qui étaient présents, peut-être que certains ou certaines d'entre vous étaient déjà là il y a 3 ans, j'étais venu présenter un livre qui avait été publié en 2018. Et c'est un livre sur les métaux rares, les métaux de la transition énergétique. Et c'est un livre qui expliquait et qui explique toujours d'ailleurs, parce que c'est toujours plus d'actualité, que le monde post-pétrole, le monde bas carbone est un monde de métaux et qu'il y a de nouveaux enjeux économiques, écologiques, géopolitiques autour de l'extraction et de la commercialisation et de la sécurisation des approvisionnements de ces matières premières pour permettre un monde plus vert. J'ai repris contact avec Cœur de Sciences parce que je passais à nouveau au Canada et pour parler d'un nouveau livre qui s'appelle L'Enfer numérique, Voyage au bout d'un like, qui a été publié chez le même éditeur en France il y a 1 an, pile 1 an, en septembre 2021. Et ce livre part d'un constat qui était celui du précédent livre. Constat que j'avais que j'avais partagé ici dans ce même amphithéâtre, peut-être avec donc certains ou certaines d'entre vous, qui était celui qui est le suivant, qui est un constat qui a été émis d'ailleurs par des chercheurs français, qui est celui que pour nos besoins en métaux des 30 prochaines années, l'humanité va consommer autant de métaux et extraire autant de métaux que tous les métaux qui ont été produits et consommés par l'humanité depuis 70 000 ans. Et ça, c'est le besoin de nos 30 prochaines années. Et en même temps, il y a un terme qui ne cesse de revenir en permanence dans le vocabulaire en ce moment et depuis quelque temps, et ce mot se multiplie dans le vocabulaire, c'est celui de dématérialisation. Et comme visiblement, j'espère vous avoir convaincu lors de cette précédente conférence que le monde bas carbone sera un monde haute ressource, que nous allons toujours consommer davantage de ressources, qu'elles soient agricoles, énergétiques, minérales et métalliques, que vient faire ce mot dématérialisation dans notre vocabulaire actuel, ces mots de virtualisation de nos existences et ainsi de suite. Et partant de ce qui me paraissait être un paradoxe, je me suis lancé avec mon éditeur dans un nouveau livre. Et quoi de mieux pour raconter la matérialité de toute cette affaire que de suivre la route d'un like. Ça vous paraît un petit peu abscon à l'instant où je vous en parle,
mais ça va vous devenir beaucoup plus clair dans quelques instants. Je voudrais commencer par vous dire, donc il me reste à peu près 1 heure de discussion, et je vais mettre d'ailleurs un chronomètre pour m'assurer que je respecte le timing, mais je voudrais d'abord commencer par vous dire, excusez-moi, que tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous entreprenons dans nos vies est connecté, est intelligent et smart. Il n'y a rien que nous fassions dans le monde physique aujourd'hui qui ne soit pas d'une façon ou d'une autre dupliqué dans le monde virtuel. À l'instant où je me trouve devant vous, je laisse des traces sur cette estrade, j'ai une présence qui est matériellement effective dans le monde physique, mais comme j'ai un téléphone qui me géolocalise, en fait je laisse en même temps des traces dans le monde virtuel puisque mes données de géolocalisation sont stockées quelque part dans un serveur. Et quoi que nous fassions, tout est ou smart ou connecté. La gouvernance est en ligne, les fermes sont connectées, les réseaux électriques sont intelligents, la mobilité est toujours plus autonome. Et donc, cette virtualisation progressive de nos modes de vie peut tout à fait être un bien pour l'environnement et de facto est un bienfait, il faut le dire, pour l'environnement. D'abord, rappelons-nous qu'il y a des mots qui confirment cette appréciation-là. Lorsque je parle de mettre mes données dans le cloud, le fameux nuage, nous en France on parle de cloud, au Québec on parle davantage de nuage, mais on parle de stocker nos données dans un espace qui est éthéré, intouchable, impalpable, et ça convie cette sensation que nos activités numériques n'ont pas d'impact sur l'environnement. Et puis on parle d'autonomisation des véhicules, de virtualisation de nos existences, tous ces mots-là sont très agréables. Le mot voiture autonome est très intéressant. Demain on roulera peut-être dans des voitures autonomes. Mais en fait, messieurs, dames, il n'y a rien de moins autonome qu'une voiture autonome. La voiture la plus autonome que je connaisse, c'est la 2 chevaux. C'est la voiture qui a besoin d'une route, d'un péage et d'un garagiste. La voiture autonome de demain va avoir besoin d'autres voitures autonomes avec lesquelles elle va communiquer. Elle aura besoin de panneaux connectés, de routes connectées, de ponts connectés, de feux de signalisation connectés. Elle va dépendre d'un environnement absolument colossal qui en fait tout sauf une voiture autonome. Elle va dépendre des infrastructures toujours plus nombreuses qui l'entourent. Mais ce mot autonomie laisse à penser que tout cela n'a pas d'impact et que demain, nous allons pouvoir nous mouvoir dans un environnement physique, dans un environnement virtuel, qui n'aura pas d'existence physique. Et cette idée que le numérique est cohérent avec la transition écologique et qu'il permet même de l'accélérer est confirmée par les autorités françaises. La transition écologique sans numérique est impossible, nous disent les autorités françaises. Et puis également par des rapports qui ont été publiés ces dernières années, notamment par des branches des Nations Unies, disant que certes, le numérique pollue, il émet des émissions de gaz à effet de serre, comme vous le voyez à droite de cette image, mais pour autant, son potentiel de réduction des gaz à effet de serre est, lui, beaucoup plus élevé que son coût écologique, et que l'un dans l'autre, c'est bien d'aller vers le numérique. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que le numérique peut être un véritable allié de l'environnement. Grâce au numérique, je peux modéliser l'évolution du changement climatique d'ici la fin du siècle, et c'est fort utile, le numérique, pour savoir si nous sommes sur une trajectoire de 2, 3, 4 degrés. Grâce au numérique, je peux travailler à développer l'agriculture de précision. Et l'agriculture de précision permet de produire plus, mais avec moins d'espace d'agriculture. Et donc, cela veut dire que moins de déforestation, peut-être moins d'intrants, moins de pesticides. C'est un bienfait potentiel pour l'environnement que d'utiliser le numérique pour l'agriculture. L'agriculture connectée peut être un bienfait au service de la transition écologique. Et on peut multiplier ces exemples à l'infini, et c'est un discours majeur qui a été tenu depuis une dizaine d'années et qui a occupé tout l'espace médiatique jusqu'à ce que un centre de recherche français qui s'appelle le Shift Project, qui est un centre de recherche qui travaille depuis plusieurs années sur ces questions d'impact écologique du numérique, ne jette un pavé dans la mare en affirmant exactement le contraire. La transition numérique telle qu'elle est actuellement conduite participe davantage, nous dit le Shift Project, davantage au réchauffement climatique, au dérèglement climatique, plus qu'elle n'aide à le prévenir. Donc nous avons ici 2 discours qui sont radicalement différents. Nous avons d'un côté un discours qui dit que le numérique c'est bien pour l'environnement, et de l'autre un discours qui dit que le numérique n'est pas bien pour l'environnement. Et moi je suis journaliste et je ne sais absolument pas à quel sein me vouer.
La seule question que je peux formuler à l'issue de pour essayer de synthétiser cette contradiction, et on le dit souvent de cette manière, c'est que l'IT for Green, le numérique au service du vert, oui, mais est-ce que l'IT, les technologies numériques, sont elles-mêmes vertes? Et la question d'après, évidemment, c'est mais quel est le solde? Est-ce qu'on est capable d'apprécier précisément les impacts versus les bénéfices et de faire un solde? Et je suis désolé, messieurs, dames, je suis venu de Paris jusqu'à Montréal aujourd'hui pour vous dire que je n'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas. On n'est même pas capable de déterminer précisément le coût écologique d'un email. Les experts s'arrachent les cheveux et se critiquent mutuellement au moment d'apprécier précisément les émissions de CO2, de dioxyde de carbone, d'un simple courriel. Donc quant à vous dire précisément, globalement, ce qu'il en est de l'ensemble des infrastructures numériques, c'est une question qui est absolument impossible de traiter, et à laquelle il n'y a pas de réponse aujourd'hui, notamment parce que ces technologies sont trop récentes. On n'a pas assez de recul, pas assez de chiffres pour pouvoir globalement établir un calcul précis, et je me garderai bien de trancher ce débat aujourd'hui devant vous. Encore une fois, je n'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il s'agit d'une technologie, et ça c'est calculé, c'est confirmé, dont l'impact écologique est celui qui croît le plus rapidement aujourd'hui. Et après tout, c'est normal, puisque tout se numérise, tout se virtualise. Le Covid nous a accéléré la digitalisation, la numérisation de nos existences. Le commerce en ligne a explosé durant cette période de virus, sans parler, bien évidemment, des apéros WhatsApp et de nos conférences sur Zoom et autres Teams. Et donc, il y a aujourd'hui une industrie, j'appelle ça une industrie, le numérique, un secteur à la fois des services, mais c'est un secteur industriel, parce que vous allez le voir, il y a des infrastructures derrière, qui croît à une telle vitesse que c'est le secteur de l'économie dont l'impact écologique croît le plus rapidement. Et je suis persuadé, et c'est pour ça que je suis devant vous ce soir, que c'est l'un des grands sujets environnementaux du monde qui vient, et c'est un des grands sujets auxquels, à mon avis, la génération climat, la génération Greta, va devoir faire face, elle qui utilise plus que n'importe quelle autre génération ces nouveaux outils. Pour vous parler de cela, je vais vous emmener dans un voyage, mais qui va être un voyage qui va commencer par les interfaces, c'est-à-dire les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, et l'impact matériel de ces interfaces. Je vous parlerai des centres de stockage de données, je vous parlerai des câbles sous-marins, fascinants câbles sous-marins, et puis je vous dirai bien évidemment qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on sait tout ça pour pouvoir rendre le numérique plus responsable, plus écologique, plus propre. Mais d'abord, commençons par ce que vous avez dans la poche. Puisque vous avez dans la poche des merveilles de technologie, alors peut-être pas toutes et tous, tout à l'heure, madame, vous n'avez pas levé la main quand on a demandé si vous aviez utilisé votre cellulaire aujourd'hui, donc peut-être que vous n'avez pas de cellulaire, et il y a toujours statistiquement une personne dans la salle qui n'a pas de cellulaire, donc je dois faire hyper attention. Mais je voudrais vous dire qu'a priori, pour la grande majorité d'entre vous, vous avez un cellulaire, et donc vous avez dans la poche des dizaines de métaux. Et à la fin de la journée, vous aurez peut-être utilisé 50, 60, 70 métaux pour les téléphones les plus évolués qui se trouvent dans votre téléphone. Votre téléphone est un concentré de technologie. Il permet de rencontrer l'âme sœur, de commander une pizza, de commander un taxi, de se géolocaliser, de prendre une photo, de réaliser des vidéos. Ce sont des tas d'objets séparés qui, en fait, tout d'un coup, sont concentrés en un seul objet, qui est tellement puissant d'ailleurs, dont la puce électronique qui en fait partie est tellement puissante qu'elle est plus puissante que l'ensemble des programmes informatiques qui ont envoyé l'homme sur la Lune durant les programmes Apollo dans les années 70. Mais pour être capable de rendre un objet aussi efficace, efficient, dans un contenant extrêmement limité, puisqu'il tient dans votre poche, eh bien, il faut avoir recours à toujours plus de matériaux, de métaux, d'éléments de la table de Mendeleïev, souvent dits rares, parce que très dilués dans l'écorce terrestre, mais qui ont des propriétés chimiques et physiques extraordinaires qui permettent en fait la miniaturisation. Je vous explique ça de façon très schématisée. Il n'y a pas de miniaturisation sans une addition de petits métaux, et qui se trouve aujourd'hui dans votre téléphone sous forme d'alliage. Et c'est ainsi que dans votre téléphone, vous avez dans la batterie du téléphone du cobalt, du nickel, du graphite, du lithium. Vous avez également des terres rares, qui est une famille de métaux rares, dans votre téléphone, dans le vibreur de votre téléphone. Comme vous êtes poli et que vous avez mis votre téléphone en vibreur, il va peut-être vibrer à un moment de cette conférence, et c'est grâce à un aimant qui est composé notamment d'une terre rare qu'on appelle le néodyme, et c'est cet aimant qui vibre. Et votre écran est recouvert d'indium, et l'indium est un métal qui, sous forme de poudre, recouvre la surface de vos écrans, et ça a rendu vos écrans tactiles.
Qui se rappelle l'âge d'avant l'indium? C'était l'âge des téléphones à 12 touches où il me fallait 2 minutes pour envoyer un SMS. C'est terminé, bien évidemment. L'indium a changé nos vies et pourtant nous ne savons pas qu'il existe. Nos téléphones sont de plus en plus complexes. Entre le bon vieux téléphone à cadran circulaire des années 80, celui qui trônait sur la table d'entrée de ma grand-mère, et nos téléphones actuels, vous voyez qu'il y a une complexification, encore une fois, parce que nos téléphones servent à toujours davantage d'usages. Et il faut aussi savoir qu'il y a une toujours plus grande consommation, enfin une part de la production mondiale de ces métaux qui est spécifiquement dédiée au numérique. On estime que 12% du cuivre aujourd'hui est spécialement dédié aux applications numériques, mais certains métaux, et les plus petits, peuvent avoir 40, 50, 60, 70, 80% de leur destination qui est spécifiquement dédiée à l'industrie numérique, que ce soit pour les écrans plats, mais également pour les microprocesseurs, pour les batteries, pour les condensateurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vous ai parlé de ces matières premières qui sont nécessaires à notre monde connecté, et pour insister sur l'aspect très matériel de tout ça, je voudrais vous parler d'un ratio absolument fascinant qu'on appelle en français le sac à dos écologique, ou MIPS, pour en anglais Material Input Per Service Unit, mais concentrons-nous sur la définition française, le sac à dos écologique. Le sac à dos écologique est un ratio qui a été mis en place il y a quelques années par des chercheurs de l'Institut de Wuppertal en Allemagne. Et c'est un ratio passionnant parce qu'en fait, il nous permet de calculer le poids réel de tous les objets qui nous entourent et de comprendre que les objets qui nous entourent sont bien plus lourds, bien plus gros que ce que l'on peut bien imaginer. En fait, le MIPS, le sac à dos écologique, eh bien, consiste à évaluer précisément toutes les ressources qui interviennent dans la fabrication de cette petite zapette, de ce clicker, comme on dit au Québec. J'apprends plein de mots depuis que je suis arrivé. Eh bien, cette zapette, en réalité, ne pèse pas seulement, je suppose, 200 grammes. Pour la fabriquer, il a fallu du plastique, donc c'est un produit parapétrolier qui lui-même a nécessité du raffinage. Donc pour le raffinage du pétrole et pour sa transformation, il a fallu de l'électricité. Cette électricité provient de quelque part, une centrale à charbon, une centrale à pétrole, une centrale nucléaire. Et puis après, les composants de ce clicker ont voyagé à travers le monde, chacun séparément, pour être finalement assemblés. Tout ce processus-là nécessite beaucoup plus de ressources que le poids final du produit. Et en fait, le sac à dos écologique consiste à apprécier toutes les ressources qui, directement et indirectement, rentrent dans la composition finale de tous les produits qui vous entourent. Et il n'est pas rare qu'on arrive à des ratios qui soient de 100 pour 1, 200 pour 1, 300 pour 1. Il est classique de dire qu'un simple t-shirt, eh bien, c'est un ratio de 400, 500 ou 600 pour 1. Il faut 600 fois plus de matière durant l'ensemble du processus de fabrication d'un t-shirt que le poids du t-shirt final. Bah oui, parce que votre t-shirt, il est fait probablement à base de coton. Et ce coton, il a fallu eh bien, le cultiver, donc il a fallu de l'eau, il a fallu déforester, il a fallu le transporter, il a fallu l'électricité pour allumer, éclairer l'établi des couturières, et ainsi de suite, l'étal des couturières, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, on apprécie l'ensemble de ces paramètres-là, et c'est ainsi que eh bien, tous les objets qui nous entourent sont plus lourds que ce qu'on imagine, et c'est encore plus vrai lorsque l'on va vers les technologies numériques. Puisque, comme vous l'avez compris, nos objets numériques sont très complexes, parmi les plus complexes qui soient, composés de petits métaux très dilués dans l'écorce terrestre, pour lesquels il faut donc creuser très profondément, et bien en fait ce ratio s'envole. Il n'y a pas un objet numérique que je connaisse dont le ratio ne soit pas de 1000 pour 1, et même de 1200 pour 1 en moyenne pour votre téléphone cellulaire. Et donc votre téléphone cellulaire, messieurs, dames, selon ces appréciations, ne pèse pas 150 grammes, il pèse 183 kilos. Et le ratio le plus élevé, le sac à dos écologique le plus élevé qu'on connaisse, c'est celui de la puce électronique. La puce, qui est le cerveau de votre téléphone, est un emblème de la mondialisation. Si je devais choisir un objet pour raconter la mondialisation, ce serait la puce électronique. C'est un tout petit objet qui fait même pas 1 cm ou 2 cm², à peine plus gros que l'ongle de mon auriculaire, et pourtant pour lequel eh bien, il faut une cinquantaine de matières premières, et pour lequel il faut peut-être même plus de sous-traitants que pour fabriquer, pour usiner, manufacturer un Boeing 747. Et donc on arrive à la fin avec un sac à dos écologique de la puce électronique qui est de l'ordre de 16 000 pour 1, c'est le ratio le plus élevé qui a été calculé. 16 000 pour 1, c'est 32 kg de matière, pour une puce de 2 grammes à l'arrivée.
qu'est-ce que ça nous dit cette affaire? Qu'est-ce que ça nous dit ce ratio-là? Eh bien, ça nous dit que, vous l'avez compris, le virtuel n'est pas virtuel, le virtuel est matériel, mais ça nous dit autre chose. Ça nous dit que plus c'est virtuel, plus c'est matériel. Ça nous dit que plus ce qui est dans votre poche est petit, plus paradoxalement c'est grand. Plus c'est léger, plus paradoxalement c'est lourd. Et peut-être que la virtualisation, c'est la plus grande entreprise de matérialisation de l'histoire. Mais, messieurs, dames, est-ce que ça ne fait pas 5000 ans qu'on essaye de tout dématérialiser en permanence? Est-ce que ce n'est pas l'une des grandes aventures de l'humanité qui nous tient depuis, l'invention de l'écriture? Après tout, quand on invente l'écriture, lorsqu'on commence à inscrire des chiffres, et puis des lettres, et puis des ordres sur les tablettes d'argile, est-ce que ce n'est pas une manière pour la personne physique de se dématérialiser elle-même? Elle n'a plus besoin d'être physiquement présente pour passer un ordre. Elle peut écrire son ordre sur un support d'argile et ainsi passer son ordre via le support. Et donc l'écriture, la tablette d'argile, est une façon de dématérialiser la présence humaine elle-même. C'est une fonction de l'écriture. Et puis en créant la monnaie, est-ce qu'on ne dématérialise pas la chose vendue au moment où elle est vendue? Plus besoin de venir au marché avec ma vache d'un côté et mes sacs de l'autre et de troquer l'un contre l'autre. Les deux sujets, les deux objets de ma vente sont matérialisés par un morceau de métal et qui matérialise la chose vendue à l'instant où elle est échangée. Et donc la monnaie est une dématérialisation elle-même. La lettre de change, et donc le papier, va être un peu plus tard une façon de dématérialiser la monnaie, notamment sur les routes de la soie, ce qui présente également des avantages de sécurité. On n'est plus dévalisé de son argent puisque le papier remplace le métal. Et puis aujourd'hui, le métal remplace à nouveau le papier. Mais en fait, ce que vous comprenez ici, c'est que ça fait 5000 ans qu'en dématérialisant, nous ne cessons de matérialiser autrement. Et ça fait 5000 ans, en fait, qu'on tente qu'on remplace ou qu'on additionne plutôt à des usages de certaines matières premières, de nouveaux usages de nouvelles matières premières, mais qui présentent des propriétés plus intéressantes par rapport à nos besoins. Et ça fait 5000 ans que nous multimatérialisons, puisqu'aujourd'hui, on utilise 50, 60 métaux tous les jours, donc on multimatérialise pour nos usages les plus quotidiens. Mais aucune ressource n'est vraiment remplacée, elle est additionnée à une autre. On matérialise autrement, mais je voudrais vous dire à un instant que je suis auteur et que mon problème, c'est l'accès au papier dans mon métier. On n'a pas assez de papier aujourd'hui, il y a des pénuries de papier pour produire, pour imprimer des livres. Pourquoi? Parce que le e-commerce a besoin de papier, et notamment de carton, pour pouvoir emballer les produits qui sont envoyés aux quatre coins du Canada et du Québec. Mais donc aujourd'hui, il y a des conflits d'usage entre d'un côté les effets logiques sur la consommation de papier du e-commerce et la production de livres qui dépend du papier. Et donc la dématérialisation, la numérisation de nos existences n'a pas permis de consommer moins de papier. Elle nous a fait toujours plus consommer de papier. La preuve, je n'arrive plus à avoir suffisamment de papier pour imprimer mes bouquins. Voilà. Donc c'est une réalité-là qui nous fait bien dire qu'il n'y a pas de dématérialisation. Ça n'existe pas. Et la matérialité, la matière, c'est le premier poste de pollution du numérique. C'est 70% de la pollution numérique aujourd'hui, 70 à 80%. C'est d'abord une production qui est due à l'extraction de la ressource, son raffinage et les dégâts écologiques qu'elle cause. Et c'était précisément le sujet de ma précédente conférence à l'UQAM il y a 3 ans. Je n'y reviendrai pas, mais c'est vraiment là que se situe le cœur du sujet de la pollution numérique. Une fois qu'on a ce téléphone entre la main, vous avez un peu compris ce qu'il y a à l'intérieur, vous avez compris son réel impact, son réel poids, vous en faites quoi de votre téléphone? Vous en faites des tas de choses. Et Dieu sait s'il s'en passe des choses en 1 minute sur Internet, au Québec et dans le monde en général. Et je ne saurais commenter plus que ce qui est indiqué derrière moi, tous les usages qu'on fait. On échange des emails, on partage, on se like les uns les autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout ça, c'est de la donnée. Quoi que je fasse sur Internet, c'est de la donnée que je consomme, et c'est de la donnée que je produis, et c'est de la donnée que j'utilise. Et donc, je reviens à cette question de base, qui va être donc celle de savoir quel est l'impact de nos données. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'envoie l'une de ces données, et l'emblème de ces données, ça peut être un courriel ou ça peut être un fameux like. Qu'est-ce qui se passe si je like, par exemple, le téléphone d'une des personnes, eh bien, vous, madame, par exemple, qui se trouvez au 2e rang, je vais prendre votre numéro de téléphone et je vais vous liker sur votre profil, peut-être que vous avez un profil sur les réseaux sociaux. La donnée, elle ne va pas aller de mon téléphone à votre téléphone. Ça va être beaucoup plus compliqué que ça. La donnée, elle va, d'un point de vue technique, et je vais être très simple,
traverser les 7 couches de fonctionnement d'Internet. La 7e, tout en haut, c'est notre téléphone. Puis elle descend jusqu'à aux couches physiques d'Internet, notamment composées de câbles sous-marins, j'y reviendrai, et entre-temps, elle va traverser les différentes couches, liaison, transport, réseau. Donc mon like va redescendre jusqu'au câble sous-marin, et puis il va remonter dans le sens inverse jusqu'à la 7e couche à nouveau, qui est le téléphone de vous, madame. D'un point de vue très concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon like, il va probablement rejoindre une antenne 4G qui se trouve sur le toit de cet immeuble. Et puis il va redescendre par la fibre optique dans les parties communes de l'immeuble et se retrouver sous le trottoir de Montréal à environ 1 mètre de profondeur. Et il va glisser avec d'autres likes dans des câbles de fibre optique jusqu'à un local d'un opérateur québécois où il va être mélangé à plein d'autres likes. Et puis là, le like, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va ensuite probablement se diriger vers les États-Unis. Alors si vous vous trouvez en Europe, il va traverser l'Atlantique. Et si vous vous trouvez au Canada, il va probablement descendre le long de la côte Est. Il va se retrouver peut-être à Ashburn, au sud de Washington. Vous allez voir pourquoi, dans une ville où se concentrent beaucoup de centres de stockage de données. Et il va être redondé, dupliqué dans toutes sortes de data centers avant de repartir dans le sens inverse, des États-Unis jusqu'à Montréal et d'arriver jusqu'à votre téléphone, madame. Et en fait, comme tout ça se passe à quasiment la vitesse de la lumière, ou 200 000 km/s, c'est la rapidité du transfert de l'information dans la fibre, eh bien c'est immédiat, c'est quasiment instantané, temps réel. Mais c'est pourtant tout ce voyage que va réaliser une donnée, quelle qu'elle soit, puisqu'elle est souvent stockée aux États-Unis, où se trouve la majorité des réseaux sociaux que nous utilisons aujourd'hui. Et donc, il est normal qu'une donnée, quelle qu'elle soit, et un like ou un courriel, effectue plusieurs milliers de kilomètres. Pour un Européen, c'est 15 000 kilomètres, pour aller quelquefois, pour être envoyé à mon voisin de bureau. Donc voici la réalité du voyage d'un like. Et donc en fait, pendant 2 ans, dans mon livre, L'enfer numérique, j'ai suivi la route d'un like, littéralement. Après tout, les journalistes adorent suivre la route du concombre, de la tomate, des migrants. Mais on peut aussi suivre la route d'une donnée, de quelque chose de très immatériel. Et donc cette route nous emmène via les centres de stockage de données. Entre vous et moi, tous les jours, il y a des centaines de centres de stockage de données. Vous utilisez chaque jour plusieurs centaines de centres de stockage de données. Quand vous vous connectez sur votre compte sur un réseau social, si vous en avez un, en fait, vous vous connectez à un centre de stockage de données dans lequel se trouve un serveur, dans lequel se trouve précisément votre compte Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, je ne sais. Et en fait, vous en utilisez des centaines parce que d'abord, vous avez des tas d'utilisations différentes, vous utilisez votre téléphone de façon extrêmement variée. Encore une fois, rencontrer l'âme sœur, commander une pizza, mais aussi parce que chaque donnée que vous produisez n'est pas stockée dans un seul endroit de la planète. Il est stocké dans plein de data centers différents. Votre messagerie Gmail, si vous en avez une, serait stockée dans 6 à 7 endroits différents de la planète. Pourquoi? Parce que d'abord, vous devez être au plus proche de ces data centers, de ces centres de stockage de données. La connexion qui se fait au centre de stockage de données auquel vous allez envoyer votre like, et c'est sur ce centre de stockage de données que le destinataire de votre notification numérique va se brancher. Lui, il fait en fait l'intermédiaire, il fait l'interface. Eh bien, il doit être au plus proche de vous de façon à ce que la donnée transite de manière très rapide et que votre expérience sur vos réseaux sociaux soit la plus rapide possible. Vous ne voulez pas attendre. Donc il y a un enjeu de distanciation, ou plutôt de rapprochement géographique, entre vous et le centre de données. Et puis il y a un autre enjeu qui est que si ce centre tombe en panne, ce qui peut se produire pour des raisons de panne électrique, il ne faudrait pas que vous ne puissiez pas avoir accès à Internet. Il faut qu'il y ait une continuité de service. C'est comme ça qu'en parle l'industrie numérique. Et cette continuité de service, elle est permise que si on redonde l'infrastructure, et si jamais il y a une panne, eh bien, il y a un autre centre de données qui prend le relais. C'est un peu comme si vous allez à Toronto, en voiture, et vous vous dites, si jamais je tombe en panne, ce qui peut se produire, c'est très très peu probable, mais ça peut se produire, eh bien, je vais avoir une deuxième voiture qui est conduite par ma cousine et qui me suit sur le chemin de Toronto, et si en cas de panne, je dois m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, je peux immédiatement monter dans la deuxième voiture et arriver à temps à destination. Sauf que vous avez 5 ou 6 voitures qui vous suivent. C'est ça la réalité d'Internet, pour permettre que Internet fonctionne tout le temps, pour que le soleil ne se couche jamais sur Internet. Donc, résultat, nous avons, et cette carte du monde le montre, qui est la carte de vos likes, c'est la carte de vos courriels. Ça nous montre quoi? Qu'il y a environ sur Terre 3 millions de centres de données. Le plus petit fait la taille d'un réfrigérateur, et puis après ils peuvent faire la taille des centres de données de cette pièce, de l'immeuble, et ils peuvent faire la taille de plusieurs terrains de football,
le plus grand centre de données de la planète, à l'instant où j'ai écrit ces lignes, se trouvait au sud de Pékin et s'étendait sur une surface équivalente à 110 terrains de football. Pas au sol, je veux dire, c'était les étages qui étaient additionnés, mais pour autant, l'addition de ces étages équivalait à cette surface-là. On m'a parlé du nuage, voilà la réalité. Et donc ce que vous avez derrière moi, devant vous, c'est une carte de ces 3 millions de centres de stockage de données avec des carrefours principaux que sont notamment Washington, on va y revenir, la côte ouest américaine, les Américains sont évidemment pionniers dans le déploiement de l'infrastructure Internet. On va trouver un peu Montréal, j'y reviendrai, et puis également l'Europe avec les FLAP, Francfort, Londres, Amsterdam, Paris. Paris remplacé par Dublin, on parle de FLAD, mais également l'Asie. Voici cette carte de ces centres de stockage de données. Et quand on rentre dans l'un d'entre eux, et on voit, on voit l'image à votre droite, c'est-à-dire ces serveurs qui sont empilés dans des armoires, on parle aussi de baies, et puis elles-mêmes qui sont ordonnées, en rangées, et on marche comme ça pendant des heures, si l'on veut, dans ces gigantesques hangars où se stockent précisément toutes les données de notre monde connecté. Vue du ciel, ça donne ce que vous voyez à gauche de l'écran, et plus précisément la ville de Ashburn, à 50 km au sud de Washington, qui est historiquement la ville nuage. Elle s'appelle la ville nuage. C'est la ville dans laquelle la grande majorité des hébergeurs de données, AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Equinix et d'autres, se sont concentrés ces dernières décennies parce qu'ils voulaient avoir un accès peu cher et régulier et sécurisé à l'électricité locale qui est fournie par Dominion Energy, qui est le fournisseur d'électricité en Virginie. Et c'est ainsi qu'au sud de Washington, on voit vue du ciel cette cité nuage avec ses gigantesques entrepôts et puis naturellement des riverains de ces entrepôts qui vivent au milieu de ces gigantesques hangars. Et l'avantage de Ashburn, la raison pour laquelle c'est devenu la ville par laquelle passent aujourd'hui 70% des données, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'électricité est bon marché et il n'y a pas de coupure d'électricité. Dominion est un fournisseur fiable. Mais Dominion aime beaucoup le charbon. Et en fait, Dominion passe progressivement au gaz naturel pour faire sa transition énergétique. Le gaz est une ressource de transition dans la transition énergétique. Dominion n'est pas fan des énergies renouvelables. Et Dominion, il faut leur mettre vraiment des coups de pied aux fesses pour pouvoir leur faire stopper la consommation de charbon, qui représente encore une part substantielle de leur source de production d'électricité. Or, le charbon, il provient pour une part des Appalaches. Et donc, je me suis rendu dans les Appalaches pour constater ce que vous voyez derrière moi. Ce ne sont pas des photos que j'ai prises, mais c'est ce que j'ai vu, c'est-à-dire à droite de l'écran, ces paysages qui en fait ont été ravagés par l'industrie charbonnière et qui en fait sont les paysages d'après la technique du déplacement de sommets de montagne. On fait sauter à la dynamite les sommets de montagne pour en récupérer le charbon et je me suis littéralement promené dans ces paysages à droite de l'écran qui sont les paysages d'après l'extraction du charbon qui est nécessaire pour produire l'électricité, qui elle-même est nécessaire pour faire tourner le nuage en permanence et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption d'Internet à l'instant où vous voulez frénétiquement liker, envoyer un courriel ou je ne sais quoi sur Internet. Et vous voyez le lien direct entre ces paysages-là et nos actions quotidiennes. Alors qui dit charbon dit émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui la principale source d'électricité dans le monde, qu'on le veuille ou non, c'est le charbon. On n'est pas au Québec, le reste du monde tourne d'abord au charbon et au pétrole, notamment la Chine, l'Inde, l'Australie, pour ne citer que ces pays. Et donc si on regarde, si on transmue les 6% d'électricité mondiale qui sont utilisés aujourd'hui par le secteur du numérique en général, et si on transmue ces chiffres en émissions de gaz à effet de serre, ça nous donne à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des chiffres de 2018, on n'a pas de chiffres plus récents, donc ce sont des chiffres d'avant la numérisation du monde avec le Covid, mais on est sur 4% des émissions de gaz à effet de serre, l'avion c'est 2,4%, le numérique c'est 4%, et compte tenu de l'expansion de nos usages, on pense que nous serions, alors ces chiffres-là disent 2025, c'est peut-être 2030, mais sur un doublement de ces émissions-là à l'horizon 2025-2030. Voici la dynamique dans laquelle nous nous trouvons. Mais heureusement, messieurs, dames, il existe une solution. Vous allez me traiter de faillot.
L'industrie recherche du froid. D'abord, elle est chaude, l'industrie. L'industrie du numérique chauffe en permanence. Les serveurs dans les centres de données chauffent à 60 degrés. Et il faut constamment les refroidir et il faut que les serveurs se trouvent dans un environnement à 25-27 degrés pour pouvoir fonctionner de façon optimale. Et donc la moitié de l'électricité consommée par un centre de stockage de données, elle sert à faire tourner les systèmes de climatisation. Mais au détour du début des années 2010, l'industrie des centres de données commence à se dire qu'elle pourrait déplacer la géographie du nuage, littéralement. Et elle pourrait peut-être se déplacer vers les zones les plus fraîches de la planète, où le froid là-bas est naturel. Et je schématise en vous disant que si jamais j'installe un centre de stockage de données dans une ville ou dans une région du monde où le froid est naturel, eh bien je peux me contenter d'ouvrir la porte du centre de données, je laisse le froid rentrer et je fais ce qu'on appelle du free cooling, du froid gratuit. Et c'est ainsi qu'en 2019 s'organise à Montréal une conférence qui s'appelle Digital Infra Montréal, et c'est une conférence où les experts, notamment de l'industrie numérique et des infrastructures, viennent prononcer des mots tout à fait intéressants. Efficacité énergétique, informatique en périphérie, plateforme nuagique, centre de données à très grande échelle, réseau de fibre optique à grande distance. Ces mots sont prononcés il y a à peu près 3 ans à Montréal. Et pourquoi ? Parce que Montréal se rêve, et plus précisément et plus généralement le Québec, se rêve en hub des centres de stockage de données. Montréal et le Québec veulent prendre leur place dans cet univers, dans cette industrie en forte expansion. Et le Québec a des arguments à faire valoir. Tout d'abord, une énergie bas carbone, à 99%. Je n'ai pas dit propre, je suis désolé. Inonder une vallée d'un côté et la sécher de l'autre, c'est jamais propre. Ça a un impact sur la biodiversité. Pour autant, c'est bas carbone, bien plus bas carbone que comparé à une centrale à charbon ou une centrale à pétrole. Par ailleurs, les tarifs de l'électricité sont abordables et stables. Je crois que c'est 5 centimes de dollars canadiens par kilowattheure. Donc c'est extrêmement compétitif. Ce sont les tarifs les plus bas d'Amérique du Nord. Et puis, un refroidissement naturel. Puisque, au Québec, il fait froid de temps en temps. Et 85% du temps, compte tenu de ce climat naturel, eh bien, on n'a pas besoin de faire tourner les systèmes de climatisation pour refroidir les données. Et donc, si on regarde un peu les chiffres, eh bien, l'industrie peut s'enorgueillir de consommer beaucoup moins d'électricité que, par exemple, les centres de stockage de données qui se trouvent aux États-Unis, ou bien en Angleterre, et même en Suède, qui lui-même est un pays qui est quand même relativement froid. Et donc voici les avantages aujourd'hui du Québec, et c'est ainsi que le Québec peut également dire que, l'un de ces acteurs de l'industrie infonuagique, qui est Qscale, peut dire que dans la ville de Lévis, au nord-est de Montréal, eh bien, ils sont en train de construire un centre de données qui va récupérer la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur naturelle émise par cette infrastructure, et cette chaleur va être réinjectée dans des serres qui se trouveront autour, de façon à pouvoir faire prospérer une agriculture locale. Et puis il y a d'autres tests qui sont réalisés également à l'université de Sherbrooke, qui consistent en fait à plonger certains composants des serveurs, et notamment en fait les microprocesseurs, dans des liquides qui sont des liquides qui sont isolants, et ces liquides-là permettent de refroidir plus rapidement qu'à l'air, à la température ambiante, ou même à température refroidie, certains composants des serveurs, notamment les microprocesseurs, et ainsi, en plongeant donc une partie des serveurs dans des liquides, eh bien, en fait, on accélère, on améliore l'efficacité énergétique des centres de stockage de données. Le Canada, et donc plus précisément le Québec, c'est aujourd'hui 54 centres de données, dont 36 à Montréal, et ces 36 centres de données consomment environ l'équivalent de 40 000 foyers, alors ça doit faire à peu près 160 000 personnes, c'est pas énorme. Il est courant de dire qu'un centre de stockage de données peut consommer autant, de taille moyenne, peut consommer autant que 100 000 personnes. Donc si vous en avez 36 qui consomment comme 160 000, on peut dire que c'est plutôt effectivement des ratios qui sont extrêmement intéressants. On voit également au Canada apparaître Toronto et Vancouver comme étant des carrefours de ce stockage-là. Et donc ce stockage, il a lieu à la fois, ou en tout cas
le Canada et plus précisément le Québec voudraient attirer l'industrie des data centers, des centres de données, parce qu'il fait froid naturellement et que ce sont des gains électriques et énergétiques. Et c'est vrai également de la Scandinavie, sur mon continent, la Suède, la Finlande, la Norvège, eh bien, ont vu ces dernières années se multiplier sur le territoire des projets et même des activités de construction et d'installation de centres de données de la part des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple ou bien encore Microsoft. Et tous ces petits points que vous voyez s'allumer sur la carte nous disent que eh bien, c'est une terre d'accueil pour le refroidissement naturel des vidéos de chats, des photos, de nos courriels et de nos likes. Et donc personnellement, je me suis rendu là-bas. Et en fait, je me suis rendu au tout nord de la Suède, en Laponie suédoise, à 100 km au sud du cercle arctique, où une entreprise très connue a installé l'infrastructure que vous voyez derrière vous. Et cette entreprise s'appelle Facebook. Facebook a un problème. Facebook consomme pour son centre de données de Prineville, dans l'Oregon, celui à mon avis que vous utilisez, vous, utilisateurs canadiens, québécois, fait tourner cette infrastructure avec beaucoup trop de charbon. Et ça génère une critique, une vague de critiques de la part de Greenpeace notamment. Et pour verdir son mix électrique, eh bien, Facebook, pour le compte des utilisateurs notamment européens, va déplacer nos comptes Facebook dans le nord de la Suède et exactement là où se trouve cette infrastructure, donc à Luleå, à 100 km au sud du cercle arctique, dans un endroit où il fait froid, et ainsi Facebook va pouvoir communiquer et dire regardez, je suis un allié du réchauffement climatique et non pas un ennemi, de la lutte contre le réchauffement climatique et non pas un ennemi de cette lutte. Et donc c'est un vrai aussi message marketing publicitaire qui est porté par cette entreprise-là en s'installant précisément là. Donc moi je me suis rendu là-bas. J'ai pris un train au départ de Stockholm, j'ai traversé la Laponie pendant une douzaine d'heures et je me suis retrouvé exactement en face de cette infrastructure. Je n'ai pas pu rentrer et je me rappelle qu'un garde est venu me voir et il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Et je lui dis « Mais monsieur, mais je suis venu voir mes amis. Il y a 600 millions de personnes dans ce hangar et il y en a 600 que je connais personnellement. Et en fait, nous sommes tous là à l'instant où nous parlons, mais nous sommes tous également quelque part dans un centre de données. Vous à Prineville, dans l'Oregon, et moi au nord de la Laponie. Parce qu'encore une fois, nous sommes à la fois ici présents physiquement là, mais nous laissons des traces partout dans l'infrastructure, littéralement, physiquement, dans les serveurs qui hébergent nos données. Et entre ici et Prineville, eh bien, il se passe peut-être quelques centaines de millisecondes pour que l'information aille jusque dans le data center, dans le centre de données, et revienne. Mais c'est le temps qu'il faut pour que vous soyez connectés les uns aux autres. Vous allez peut-être vous connecter les uns aux autres ici. C'est le temps que va prendre la donnée pour aller jusque là-bas et revenir. Mais vous êtes à la fois ici physiquement et vous êtes là-bas. Et moi, je suis précisément hébergé quelque part dans cette infrastructure-là, puisque j'ai un compte WhatsApp et j'ai un compte Facebook. Et donc vous voyez qu'il y a une solution technologique qui est toute trouvée et qui consiste en fait à améliorer l'efficacité énergétique des centres de données. Et donc on peut imaginer que grâce à cela, nous allons pouvoir continuer à croître. L'industrie va pouvoir continuer à s'étendre, à se développer avec un coût toujours plus maîtrisé sur le plan environnemental. Mais ça, messieurs, dames, c'était avant que Steve Case, une figure très connue du monde de l'Internet américain, ne publie en 2017 ce livre, The Third Wave, la troisième vague, qui va faire grand bruit. Steve Case est le fondateur de AOL, American Online, une entreprise qui a été pionnière dans le monde de l'Internet américain. Et Steve Case nous annonce un monde entièrement connecté. Une troisième vague d'Internet. La première vague d'Internet, c'est quand on a connecté les ordinateurs entre eux, c'est la naissance d'Internet. La deuxième vague, c'est quand on a connecté les hommes entre eux, via les ordinateurs et via les réseaux sociaux. La troisième vague, nous dit Steve Case, c'est qu'on va tout connecter. On va connecter les humains entre eux. Nous allons peut-être demain avoir des puces, des implants sous la peau, et puis nous nous connecterons les uns aux autres via ces implants. Nous serons connectés. Nous allons connecter les animaux. Et la ferme connectée fait partie de ce projet-là. Moi, j'ai personnellement vu en reportage il y a quelques mois aux Pays-Bas des vaches connectées. Elles se promènent avec un QR code autour du cou. Elles vont se faire traire à la machine, sans intervention humaine, et la machine est capable de reconnaître quelle vache a produit quelle quantité de lait. Et quand vous êtes fermier, vous avez votre application sur votre téléphone et vous suivez en temps réel l'activité de vos vaches qui se font traire toutes seules.
Mais on parle aussi maintenant d'Internet des plantes, de cyberplantes. Les plantes sont connectées et des capteurs vont être capables de reconnaître quel arbre ou quelle plante tomate peut être cultivée parce que ses fruits sont parfaitement mûrs. Et nous allons ainsi connecter tout. Et l'idée, c'est de poursuivre cette tendance à l'Internet des objets qui existe déjà. Nous connectons les objets entre eux et de les connecter à tout, et ça s'appellera l'Internet de tout. Ce monde-là existe déjà en partie avec l'Internet des objets, et on pourrait dire qu'il participe de l'expansion de l'univers numérique que l'on constate avec toutes sortes d'applications merveilleuses dont nous avons tous entendu parler. Que ce soit les jetons non fongibles, que ce soit les crypto-monnaies, et puis pourquoi pas le métavers, Fortnox, Roblox, Fortnite, ce sont déjà des ersatz de métavers, mais tout cela consomme toujours plus de données. Les crypto-monnaies est un exemple très frappant, très parlant de cette surconsommation d'électricité, je voulais dire, qui est générée par cette nouvelle technologie. Le Canada, et le Québec en particulier, se positionne d'ailleurs sur ces sujets-là. D'abord parce qu'il y a l'avantage de l'hydroélectricité. Donc là où l'hydroélectricité est un avantage, on pourrait aussi dire qu'elle est un inconvénient, puisque comme elle est zéro carbone, ou en tout cas très bas carbone et peu chère, elle peut permettre justement de déployer, de développer ces nouvelles technologies que sont les crypto-monnaies. Et comme la Chine a complètement fermé son territoire en 2021 aux crypto-monnayeurs, aux crypto-mineurs, à ces personnes qui en fait produisent les crypto-monnaies, eh bien, d'autres pays sont devenus des havres pour les crypto-mineurs, tels que le Kazakhstan, mais également le Canada, avec deux entreprises, Hive, qui se trouve à Vancouver, et Bitfarm, qui est une entreprise québécoise, qui veulent gagner de l'importance dans ce secteur des crypto-monnaies. Une crypto-monnaie, le secteur des crypto-monnaies pollue, consomme de l'électricité, je veux dire. On considère que c'est autant d'électricité consommée par ce secteur des crypto-monnaies que l'ensemble des Argentins, que 40 millions d'Argentins. Et les émissions de CO2 du monde des crypto-monnaies, c'est autant d'émissions de CO2 qu'un pays comme la Grèce. Donc ce n'est pas du tout neutre. L'intérêt, la discussion, je pense, c'est de savoir à quoi servent les crypto-monnaies. Si ça a un usage social utile, il faut absolument... le jeu en vaut la chandelle. Si c'est pour jouer au loto, c'est peut-être moins intéressant. Mais donc voilà cette expansion de l'univers numérique et qui d'ailleurs se confirme dans la production de données à venir. On pense, ou on conjecture qu'en 2035, nous produirons 45 fois plus de données qu'en 2020. Ce que vous voyez ici, c'est en fait une course de vitesse. Course de vitesse entre d'un côté les entreprises qui mettent au point des nouvelles applications technologiques et qui réorganisent la géographie de nos données, la géographie des serveurs, pour pouvoir optimiser la consommation d'électricité notamment et la consommation matérielle de ces technologies, et de l'autre, ce qu'on appelle classiquement un effet rebond. Puisque tout ça a moins d'impact, alors je peux consommer davantage. Et Internet, ce sont en permanence des nouveaux usages. Et donc ce gain d'un côté est très vite contrebalancé par en fait un surplus de consommation qui s'appelle l'effet rebond et qui viendrait, je parle au conditionnel parce que c'est très difficile de l'évaluer, mais contrebalancer les effets positifs des améliorations technologiques. Un effet rebond classique, messieurs, dames, c'est le nombre de SMS que j'envoyais quand j'ai eu mon premier téléphone portable en l'an 2000. Je crois que dans mon forfait français, j'avais droit à une trentaine de SMS par mois. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que je peux envoyer comme SMS en 1 heure. Voilà. Ça, c'est l'effet rebond classique. Un autre effet rebond classique, c'est la durée de vie de votre batterie, enfin la durée d'autonomie de votre batterie. Vous savez, quelquefois, on s'est demandé, mais est-ce que les batteries des iPhones sont moins efficientes que les batteries des Nokia 6310 ? Le Nokia 6310, je le rechargeais tous les 3 jours. Mon iPhone, il faut que je le recharge tous les 3 heures. Est-ce que les batteries ont perdu en efficacité ? Pas du tout. Elles ont gagné en efficacité énormément. Mais entre-temps, vous ne jouez plus qu'au serpentin. Vous envoyez des photos, vous regardez des vidéos. Et donc en fait, le gain d'efficacité de la batterie a été contrebalancé par les nouveaux usages de votre iPhone. Et du coup, votre iPhone il doit être rechargé en permanence. Typiquement, un effet rebond où on voit bien que les gains technologiques sont largement contrebalancés par les nouveaux usages. Les nouveaux usages surpassent les gains d'efficacité énergétique. Donc en fait, c'est ça cette course de vitesse. Et la question, évidemment, c'est celle de savoir qui va gagner cette course de vitesse. Je n'ai pas la réponse, messieurs, dames. Mais en revanche, arrive une question. Et la question est la suivante. On consomme de plus en plus de données. Et est-ce que les infrastructures physiques d'Internet ne vont pas être saturées
par cette explosion de la production de données. Si demain nous branchons 8 milliards de personnes au métavers, 8 milliards de personnes qui auront toutes des avatars, est-ce qu'il n'y a pas un risque de pénurie de capacité où en fait le réseau tombe en panne parce qu'il sature? Et cette perspective est déjà évoquée par certains chercheurs en Écosse à partir de 2015. Ils commencent à s'inquiéter qu'à l'horizon 2023, il y ait des pénuries de capacité. Mais ces chercheurs ont tort, ils reconnaissent leur tort. Pourquoi? Parce que nous avons inventé une technologie géniale qui permet en fait de continuer à envoyer des courriels et d'aller peut-être demain dans le métavers. Et cette technologie s'appelle les câbles. Il faut savoir que nos données ne transitent pas par les airs. 99% de la donnée, 95-99% de la donnée, transite par les fonds sous-marins. Et nos vidéos, nos photos, nos courriels, nos likes passent d'abord sous les océans. Parce que les câbles, en fait, sont des technologies qui sont tellement puissantes qu'elles permettent d'absorber toujours plus de trafic Internet. Alors un câble, ça ressemble à quoi? D'abord, ce n'est pas plus épais qu'un tuyau d'arrosage. C'est entouré de plastique pour protéger, en fait, pour isoler les composants du câble, le centre du câble qui est composé notamment de tenseurs en acier pour rigidifier le câble, mais également d'aluminium ou de cuivre. Et puis au centre de tout cela, il y a des paires de fibres optiques qui sont les cheveux de lumière, comme on les appelle très joliment, par lesquels transite l'information sous forme de pulsations de lumière. Et donc, une vidéo de chat, c'est de la lumière, un like, c'est de la lumière, et la fibre optique permet de faire transiter cette information qui plonge sous les mers, qui est installée au fond des mers, parce que c'est 10 fois moins cher de les installer au kilomètre, enfin, sous les mers au kilomètre, que de creuser une tranchée de 2 mètres de profondeur à travers un continent. Et donc, si vous vous demandiez à quoi ressemble la carte des câbles sous-marins qui permettent vos vies connectées, et donc à quoi ressemble la carte de vos emails, de vos courriels, de vos vidéos, de vos photos, eh bien, elle ressemble à ça. Voilà la carte. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la carte des 440 câbles ou 450 câbles, aujourd'hui effectivement en fonctionnement sur Terre, enfin sous les mers, qui totalisent 1,2 million de kilomètres, soit environ 30 fois la circonférence de la Terre. Et donc vous voyez que au trafic des atomes s'additionne le trafic des données. Et ce sont d'ailleurs les mêmes routes qui sont employées par les atomes, la marchandise, mais également empruntées par les marchandises que par les données immatérielles pour pouvoir aller d'un ordinateur à un autre, d'un téléphone à un autre, avec des grandes voies de communication de données, comme il y a des grandes voies de communication de matières premières, en l'occurrence le Pacifique Nord, l'Atlantique Nord. On voit également certaines zones particulièrement importantes comme les détroits de Malacca, mais également Canal de Suez en Égypte. Mais voici la carte concrète de vos vies connectées. Qui m'a parlé d'Internet sans fil? Qui m'a parlé de téléphonie sans fil? En fait, on n'a jamais été autant connectés à des fils les uns les autres qu'aujourd'hui précisément. Alors peut-être qu'un jour, et on verra si vous souhaitez qu'on en reparle, les satellites, notamment les constellations de satellites d'Elon Musk et de Jeff Bezos, viendront progressivement remplacer ce trafic de données qui d'abord emprunte les fonds des mers. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est de ces infrastructures amphibies que dépendent nos vies connectées. Et c'est là qu'il y a des enjeux géopolitiques passionnants. Parce que qui dit infrastructure physique dit infrastructure vitale, stratégique et critique. Il ne faudrait pas qu'en cas de guerre, l'une de ces infrastructures soit vandalisée, sabotée, coupée. Ce sont des véritables sujets de souveraineté sur nos données, mais aussi sur nos télécommunications, que de garder ces infrastructures les plus viables possibles. Et donc c'est là qu'interviennent tout d'un coup des enjeux géopolitiques. L'Ukraine s'inquiète régulièrement de voir ces câbles de télécommunications coupés par les Russes ou confisqués par les Russes, comme ça a déjà pu être le cas lors de la guerre en Crimée en 2014. Zelensky tweet « Elon Musk, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Et Elon Musk répond « Starlink en route ». Starlink, la constellation de satellites d'Elon Musk, coup génial de marketing d'Elon Musk, qui va positionner certains des satellites de sa constellation Starlink au-dessus de l'Ukraine pour qu'en cas de coupure des câbles sous-marins
ukrainien par les Russes, eh bien, il y a un réseau redondé dans l'espace extra-atmosphérique qui vient assurer les communications les plus vitales de l'État, de l'appareil notamment militaire ukrainien. Les satellites ne fonctionnent pas très bien apparemment dans la nouvelle, mais en tout cas, on voit qu'il y a ici une importance stratégique à ces infrastructures. Et donc, je vais faire un peu de géopolitique, parce que oui, messieurs, dames, il y a une géopolitique d'un courriel. Et oui, il y a une géopolitique d'une vidéo de chat, puisqu'il y a une géopolitique des autoroutes de l'information, selon les termes du vice-président Al Gore en 1993, grâce auxquels nous pouvons vivre connectés. Alors je voudrais vous parler de quelques câbles qui sont particulièrement intéressants. D'abord, il y a un câble très intéressant qui, à gauche de cette image, part de l'Asie du Sud, en particulier de l'Inde, et remonte progressivement vers l'Europe. Sauf que, au moment de s'aventurer vers le Proche-Orient, voire l'Afrique du Nord-Est, eh bien, ce câble ne passe pas par le canal de Suez, par l'Égypte. L'Égypte est un hub pour un carrefour des câbles, tout comme le canal de Suez est un carrefour pour le transit de marchandises. Et l'Égypte aime bien appliquer des péages à vidéo de chat. Il faut payer un péage quand vous êtes un propriétaire de ces câbles. Et Google commence à en avoir marre et a dit « je vais contourner l'Égypte et je vais passer par Israël et l'Arabie Saoudite avec mon futur câble Blue Raman qui sera peut-être déployé l'année prochaine en 2023. » Et donc finalement on contourne une voie, on contourne un goulot d'étranglement parce que ça commence à faire beaucoup de câbles qui passent au même endroit et on diversifie les routes de nos emails, de nos courriels. Et puis pourquoi ne pas passer demain peut-être avec un autre câble qui s'appelle Passerelle Express, j'oublie toujours le nom, Passerelle Express Europe-Perse par l'Iran. On peut vouloir dépendre de l'Iran ou pas. Qu'est-ce que ça nous dit cette affaire? Ça nous dit que les câbles, c'est un petit peu comme les réseaux électriques, c'est comme les pipelines, ça crée des solidarités entre les États qui se partagent ces infrastructures, et puis ça crée aussi des dépendances. À nous de voir, et le futur nous dira de quel côté balance cette affaire. Est-ce que demain, nous serons davantage dépendants de pays non amicaux pour le transit de nos données, pays qui pourront potentiellement couper le trafic, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, ce seront des solidarités nées de notre dépendance commune à ces infrastructures? Après tout, si les Iraniens coupent le câble, ils ne le coupent pas seulement pour les Français, ils le coupent aussi pour eux-mêmes. Et donc peut-être que cette toile du net qui est en train de se densifier, avec toujours plus de câbles, on en attend plus de 1000 d'ici la fin de la décennie, et donc des itinéraires alternatifs pour les vidéos. Si ça ne passe pas par tel câble, ça passera par tel autre. Eh bien peut-être que cette toile-là, peut-être, j'espère, je voudrais croire, créera des solidarités inédites entre les pays par lesquels passent ces infrastructures toujours plus stratégiques. Et puis, à la gauche de l'écran, il y a une nouvelle route très intéressante pour aller de l'Europe à l'Asie, et même pour aller de l'Amérique du Nord à l'Asie, qui consiste à passer par les passages du Nord-Ouest ou du Nord-Est. Nord-Ouest pour le Canada, Nord-Est pour les Européens. Ben oui, la route qui passe par le pôle Nord est beaucoup plus rapide que la route qui passe par l'Atlantique Nord ou le Pacifique Nord, ou même en regardant le trajet européen traditionnel qui passe par l'océan Indien. C'est 40% pour les Européens de temps gagné que de passer par un potentiel passage du Nord-Est. Et 40%, c'est énorme, parce que ça permet d'économiser de la latence. Ça permet de faire en sorte que les connexions entre l'Asie et l'Europe, et entre le Canada demain et l'Asie, soient plus rapides. Et ça évite ce gros mot horrible qu'on appelle la latence. Vous avez toutes et tous, messieurs, dames, vécu un jour un épisode extrêmement douloureux de latence. Vous êtes retrouvé à un carrefour, non pas un carrefour, à un rond-point de Montréal, avec Google Maps installé devant vous, et Google Maps vous a dit, vous tournez à la deuxième à droite, sauf qu'il y a 1 seconde de décalage entre là où vous trouvez pour de vrai et là où Google Maps pense que vous vous trouvez, et vous ne sortez pas à la deuxième, vous sortez à la première sortie. C'est insupportable. Ça s'appelle la latence. Et comment on lutte contre la latence? En redondant les centres de données, mais aussi en faisant en sorte que les câbles soient le plus en ligne droite possible. Et donc ces câbles-là, peut-être verront le jour demain, ce sont d'immenses bazars à mettre en place, des enjeux technologiques gigantesques, des enjeux réglementaires énormes, parce qu'il faut obtenir toutes sortes d'autorisations, mais voilà, peut-être que le futur de l'Internet s'écrit avec des lignes droites, et des lignes droites qui passent par l'article, et peut-être que ces zones froides seront des points chauds demain,
paradoxalement, d'Internet, parce que c'est par là que passeront certains câbles extrêmement stratégiques qui nous permettent d'être toujours plus en temps réel, les uns connectés aux autres. Et puis un dernier câble hyper intéressant, puis après je viendrai sur la fin de ma conférence et les solutions. Mais c'est celui qui a été installé, tiré par la Chine jusqu'à Marseille, au sud de la France, en octobre dernier. Le câble est parti du Xinjiang, a descendu le Pakistan, est parti depuis Gwadar, un port pakistanais, a pris la route classique, ils ont payé le péage égyptien et ils ont été raccordés à Marseille. Pourquoi ? Parce que la Chine, elle nous dit, mais il n'y a pas que WhatsApp dans la vie, il y a notre messagerie à nous qui s'appelle WeChat, il n'y a pas que Amazon.com, il y a Alibaba. Et puis peut-être que demain, vous ne regarderez pas des séries sur Disney+, mais sur un site chinois qui fera d'excellentes séries qui vous tiendront éveillés jusqu'à la fin de la nuit. Mais dire ça, ça veut dire que si j'ai le contenu, et les Chinois commencent à l'avoir, mais que j'ai pas si j'ai le contenant, pardon, mais que je n'ai pas le contenu, si j'ai ma donnée, mais que je n'ai pas l'autoroute de l'information pour faire transiter la donnée jusque vers ces pays que je voudrais influencer avec ma façon chinoise de voir le monde, ça ne sert à rien. Et les Chinois ne veulent pas dépendre des infrastructures qui sont souvent occidentales. Et donc Xi Jinping, depuis des années, répète qu'il ne veut pas de cette dépendance aux infrastructures critiques d'Internet et qu'il veut produire ses propres infrastructures. Et ce câble qui s'appelle PEACE, pour Pakistan Eastern Africa Connecting Europe, il fut un temps où les Européens tiraient des câbles amitié jusqu'à l'Afrique. Maintenant, c'est la Chine qui tire des câbles paix jusqu'à l'Europe, renversement de perspective historique. Eh bien, la Chine a besoin d'avoir à la fois le contenu et le contenant. Et donc, ce câble raconte la volonté d'influence des Chinois qui voudraient bien, progressivement influencer le reste du monde, et notamment nous, les Européens, aux vertus peut-être de la communauté de destin. Mais pour cela, il faut jeter des ponts, des routes, des aéroports, construire des aéroports, jeter des voies ferroviaires et aussi des câbles à travers le monde. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas seulement une route de la soie tout court, mais aussi une route de la soie numérique. Les Chinois parlent de Digital Silk Road. Voici quelques impacts, quelques enjeux géopolitiques. Vous avez compris que dès que vous envoyez n'importe quelle donnée, un email, un courriel, quoi que ce soit, vous êtes des acteurs de tout cela. Et vous êtes des actrices de tout cela. Et vous êtes des colocataires indifférent, souvent distrait, moi le premier, d'une infrastructure gigantesque qui, selon Greenpeace, est la chose qui est en train d'être la chose la plus vaste qui n'a jamais été construite par l'homme pour pouvoir vivre tous ensemble connectés avec tous les défis écologiques, mais également économiques et géopolitiques que ça génère. Et comme c'est un immense enjeu qui, je le vois bien, je le sais, va devenir un des principaux enjeux écologiques des 30 prochaines années, la question c'est comment on fait pour mitiger ces défis matériels, énergétiques, ces enjeux de réchauffement climatique qui sont accélérés par cette prétendue dématérialisation de nos existences. Alors je vais vous dire des choses très concrètes, mais des choses que vous pouvez mettre en place dès que vous sortez de cette salle. La première chose à mettre en place, si vous êtes un utilisateur d'Internet, eh bien, c'est d'abord de commencer par vous informer sur les stratégies d'obsolescence programmée des fabricants de téléphones. Parce que vous avez un téléphone, mais comme vous le savez, il y a certaines stratégies mises en place par Samsung, Apple, pour que vous changiez le plus vite possible de téléphone. Alors ça commence par coller la batterie au téléphone, la batterie tombe en panne, vous ne pouvez pas changer la batterie, il faut jeter le téléphone tout entier. C'est un scandale écologique, c'est une obsolescence technique. Être au courant de cela, ça permet d'aller acheter un autre téléphone potentiellement et pas celui-ci. Et puis il y a une autre stratégie d'obsolescence programmée, c'est l'obsolescence, on l'appelle software, excusez-moi, je cherche le mot en français, l'obsolescence logicielle, merci. L'obsolescence logicielle, vous l'avez tous vécu, hein, vous voulez télécharger la dernière application à la mode, mais elle n'est pas compatible avec votre vieux téléphone. Il faudrait changer de téléphone pour avoir la dernière application à la mode. Scandale écologique. Et dernière obsolescence, elle est culturelle. Peut-être que certains d'entre vous ont l'iPhone 13, sauf que l'iPhone 14 vient de sortir. Il est beau, hein? Et puis il est plus autonome et les photos sont plus belles. Le 13 fonctionne très bien, mais vous allez acheter le 14, obsolescence culturelle. Donc si vous êtes au courant, si vous informez sur ces techniques marketing-là, vous allez peut-être mieux lutter et garder vos téléphones, mieux lutter contre ces stratégies et mieux garder vos téléphones plus longtemps. Et il va falloir que vous les gardiez plus longtemps. Et le gros enjeu aujourd'hui ici, c'est de garder nos téléphones le plus longtemps possible. Mon téléphone portable, c'est un iPhone 7. Je l'ai acheté
sur une plateforme qui s'appelle Back Market en France et qui vend des téléphones d'occasion. Je l'ai réparé 6 fois depuis 2 ans que je l'ai. Il fonctionne très bien, il est comme neuf. Il peut encore durer 2 ans de plus. Bon, voilà, une vraie action écologique que de réparer, rallonger la durée de vie de nos objets. Pensez à éteindre votre modem lorsque vous quittez votre maison. Après tout, vous éteignez la lumière, vous fermez l'eau. Pourquoi ne pas éteindre votre modem? Certaines estimations considèrent qu'il consommerait autant qu'un réfrigérateur. Je sais, l'électricité n'est pas chère au Canada, mais après tout, c'est faire aussi des économies d'électricité que d'avoir ce réflexe d'éteindre les modems. Regardez des vidéos sur un réseau Wi-Fi plutôt que la 4G, vous allez être impressionné par ce chiffre. Regardez une vidéo où quoi que vous fassiez en Wi-Fi plutôt qu'en 4G, en Wi-Fi, ça consomme 23 fois moins d'électricité qu'avec la 4G. C'est énorme. Et puis, tant qu'à regarder des vidéos sur un portable, je sais que ce n'est pas le mode défaut, mais essayez de les regarder en basse définition. Parce que franchement, sur un petit téléphone de 5 cm sur 6, regarder en haute définition, ça ne fait aucune différence avec la basse définition ou la moyenne définition. Et ça aussi, ce sont des gains d'électricité. Donc des choses toutes simples à mettre en œuvre, c'est celle-ci. S'il y a, à mon avis, vraiment une chose à faire, c'est penser à rallonger la durée de vie de vos produits. Réparez-les. Allez chercher les produits qui sont les plus réparables. C'est vraiment ça le sujet. C'est là que vous pouvez agir, plus que vider votre boîte mail, à mon avis. Et puis, si vous avez un employeur, interrogez-le. Interrogez-le sur ce qu'il fait au niveau de l'entreprise. Alors, est-ce que d'abord il a évalué cet impact écologique de ces activités numériques? Il peut demander à toutes sortes d'entreprises, après tout, de commencer par effectuer ce calcul et d'avoir la connaissance de base qui est préalable à l'action. Et puis, vous pouvez lui demander s'il allonge lui-même la durée de vie de ses équipements connectés, sa direction des achats, quels équipements choisit-elle? Est-ce qu'elle choisit des équipements de tel ou de tel opérateur qui peut-être est lesté d'un label comme Blue Angel, Ange Bleu, ou bien TCO Certified, qui est un label suédois et qui, tant que faire se peut, essaye de tracer l'origine des métaux qui composent vos téléphones. Donc ça, c'est un sujet également. Et puis, est-ce que votre employeur vous donne un nouveau téléphone portable professionnel en plus de votre personnel? Alors, il y a des enjeux de cybersécurité dont j'ai bien conscience, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Enfin, est-ce que ça en vaut la peine? Évidemment que si j'ai 2 téléphones et pas un seul, je pollue davantage. Votre employeur favorise-t-il l'échange de documents bureautiques via une plateforme partagée? S'il y a un nuage interne, c'est mieux que de s'envoyer la version 27 d'un document avec copie à 50 personnes. Un email, c'est 100 mètres en voiture. Voilà. Donc un mail avec une pièce jointe, c'est lourd. Envoyer à 50 personnes, c'est lourd. C'est sûr que la plateforme nuagique, elle est mieux qu'un email. Et puis, où sont les serveurs dans lesquels sont stockées les données de votre employeur? Est-ce qu'il a un serveur interne ou est-ce qu'il, et c'est le sens de l'histoire, se tourne vers un hébergeur? Mais où sont les serveurs? S'ils sont au Québec, ce n'est pas le même mix électrique que s'ils sont à Ashburn, en Virginie, et c'est encore plus vrai s'ils sont en Chine. Il y a des enjeux de souveraineté ici, mais également des enjeux environnementaux. Voilà. Je vais juste terminer, je sais que je suis un tout petit peu en retard, mais je vous sens quand même concentré, pour vous dire que ce livre-là, j'ai pas envie qu'on dise « Ah, mais mon Dieu, mais c'est déprimant, etc. » J'ai d'abord envie qu'on soit passionné, parce que moi, j'étais passionné par cette enquête que j'ai menée pendant 2 ans avec une dizaine de personnes autour de moi pour m'aider à faire ces recherches-là et pour évidemment soulever ces enjeux-là, mais aussi pour trouver des solutions et pour rencontrer des gens qui ont des solutions. Et j'ai rencontré pendant ces 2 années des gens passionnants qui ont des solutions géniales et qui ont été extrêmement inspirants pour moi. Et je voudrais vous présenter 3 personnes et c'est par ces 3 personnes que je terminerai cette présentation. D'abord, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Anneli Ovril. Anneli Ovril est une militante estonienne que j'ai rencontrée à Tallinn, en Estonie, et qui a créé la première femme, enfin première personne, à avoir créé ce qu'elle appelle, elle l'appelle en anglais, le World Digital Cleanup Day. En fait, c'est une journée qui a lieu généralement en mars. Ça dépend des pays, il faut regarder au Canada, au Québec, je ne sais pas, et qui consiste en fait à se brancher ce jour-là sur un tutoriel sur Internet. Et ce tutoriel va vous dire, eh bien, vous allez vider votre boîte mail, vous allez nettoyer la poubelle de votre iCloud dans laquelle traînent des photos qui étaient là depuis des années, vous ne saviez même pas qu'elles étaient là, mais comme elles sont dormantes, mais stockées, elles consomment de l'électricité. Et ça va être une espèce de travail de nettoyage, de régime numérique, de diète numérique qu'elle va mettre en place. Et à la fin, elle va vous dire, elle va vous calculer l'électricité que vous avez économisée. Et je lui ai dit, mais Anneli Ovril, ça sert à quoi votre truc? Là, on est en train de parler du métavers, des jetons non fongibles, des crypto-monnaies.
On est en train de parler des données produites par les entreprises, par les États, par la National Security Agency. C'est quoi mon email là-dedans? C'est comme si je vidais l'océan avec un seau. Mon email ne pèse rien dans cette affaire. Elle me dit, j'en ai bien conscience, mais par où on commence? Si on n'est pas capable de comprendre déjà cet enjeu-là, de cette pollution invisible qu'est l'email, alors on ne pourra plus rien faire d'autre. Et donc j'ai conscience que c'est limité, mais ça commence déjà par notre boîte mail. Et donc elle m'a convaincu qu'il y a un enjeu d'éducation qui est primordial et qui est préalable à toute action, et elle m'a énormément inspiré. Il y a une autre personne qui m'a inspiré, c'est cette personne, Miguel Ballester, qui est l'un des cofondateurs d'une entreprise très intéressante qui s'appelle Fairphone. Je ne sais pas si vous connaissez Fairphone. C'est en gros les téléphones les moins sales ou les plus propres de la planète, qui sont fabriqués dans une entreprise qui est établie à Amsterdam, aux Pays-Bas. Et en fait, Fairphone a deux particularités. Leurs téléphones, d'abord, sont composés avec des métaux pour lesquels ils essayent, pour chaque métal, l'entreprise, de remonter le plus possible à la source et vérifier dans quelles conditions humaines, sociales, environnementales, les métaux ont été extraits. Et les chaînes d'approvisionnement sont beaucoup plus éthiques que pour d'autres marques de téléphones. Et c'est vraiment à mettre à leur crédit que d'assainir progressivement les chaînes de production des métaux qui rentrent dans les téléphones portables. Et puis une autre chose intéressante avec Fairphone, leur téléphone est modulable. Si l'appareil photo de votre téléphone tombe en panne, on change l'appareil photo. On ne change pas tout le téléphone. Et en fait, ils mettent en place et ils facilitent la réparation, l'auto-réparation de chacun des composants des téléphones. Les téléphones sont comme des Lego, ils se démontent facilement, vous pouvez les démonter vous-même, et vous pouvez facilement vous procurer les pièces détachées, ce que vous ne pourriez pas faire avec un iPhone évidemment. Et puis Fairphone vous dit, dans l'idéal, le téléphone que je vous vends aujourd'hui, vous allez le garder 7 ou 8 ans. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la première des choses à faire, encore une fois, j'y reviens, c'est de garder ces interfaces le plus longtemps possible. Si les interfaces, c'est 70% de la pollution numérique, si vous les gardez 2 fois plus longtemps, imaginez l'énorme effet de levier que ça représente. Et puis une dernière personne qui m'a inspiré, c'est Alwyn Duplessis. Alwyn Duplessis est un entrepreneur sud-africain qui a créé une entreprise qui s'appelle Martech Marine. Et figurez-vous, ce monsieur, qu'il récupère et recycle les vieux câbles sous-marins au fond des mers. Les câbles sous-marins, ils durent 25 ans et après, qu'est-ce qu'on fait? On les oublie et on les laisse au fond des mers. Et il y a un Sud-Africain qui se dit, mais moi, je vais monter un modèle économique rentable autour de la récupération de ces milliers de kilomètres de câbles qui dorment au milieu de l'océan, et je vais en récupérer notamment le cuivre, et je vais le recycler, et je vais faire tourner mon business comme ça. Et vous savez comment ils font? Ils partent avec un bateau, 3 mois en mer, et ils partent avec un grappin. Et ils ont des cartes, et ils espèrent que le câble n'a pas bougé depuis 25 ans, parce qu'il a forcément bougé, et ils descendent le grappin à des milliers de mètres de profondeur, pas de radar, pas de sonar, pas de robot, caméra, rien, et ils grattent le sol avec un grappin. À l'heure de l'informatique quantique et du métavers, pensez qu'il y a des mecs qui récupèrent tout le schmilblick avec un grappin, est surréaliste, et ils remontent le câble, et puis après ils le enroulent, et puis des milliers de kilomètres de câbles reviennent jusqu'à Leixões, au Portugal, où il me dit, viens, mon bateau arrive, un jour de novembre, et effectivement j'arrive à Leixões, au Portugal, au nord de Porto, et là je vois ces 2 câbles qui en fait sont progressivement dégueulés par le bateau, ils sortent des cales du bateau, et ils sont entreposés par petits tas, comme ça, littéralement, sur le quai de Leixões, et ils sont prêts à être recyclés. Et je mets ma main sur l'un des câbles, j'étais un peu curieux de toucher Internet, et puis même je mets mes doigts à ma langue, et je me rends compte que les câbles sont salés, et donc je me rends compte qu'Internet est salé. Internet n'est pas sucré, Internet est salé. Et je me rends compte que, en fait, depuis le début de cette enquête, j'ai passé mon temps à me confronter sensoriellement à la matière et à l'infrastructure. Et je peux vous dire qu'Internet a une couleur. C'est la couleur des câbles, c'est la couleur des serveurs. Internet a un son, on peut écouter Internet. Quand on rentre dans un centre de données, vous avez un serveur qui siffle, et vous avez 1 million de serveurs qui sifflent tous ensemble, vous avez l'impression d'être dans une ruche. Mais on peut écouter Internet. On peut sentir Internet, il a une odeur très particulière. C'est pour moi, très subjectivement, l'odeur du graphite, qui est une odeur de beurre rance, que l'on extrait des mines de l'Heilongjiang en Chine, graphite qui sert pour fabriquer les batteries de votre téléphone portable. Et puis on peut toucher Internet, on peut palper Internet. Le problème de cette pollution, messieurs, dames, c'est que
elle est impalpable, elle est invisible, elle est pernicieuse. On ne sait pas qu'on pollue puisque, par définition, elle est très dématérialisée, elle est amphibie. Les centres de stockage de données, on ne les voit jamais, ils sont stratégiques. Les caves sont au fond des mers, enterrées, on ne les verra jamais de sa vie. Et donc, c'est difficile, en tant que journaliste, d'essayer d'expliquer cette réalité-là. Et comment le faire, sinon en essayant de se confronter sensoriellement à l'immatériel, et à pouvoir de cette sorte partager littéralement mes sensations physiques avec vous, mes sensations que j'ai ressenties en étant lancé dans cette enquête sur la route d'un like. Voici, et même de façon un peu poétique, la manière dont je m'y suis pris pour vous raconter cette histoire. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.